Les cours des matières premières sont au plus haut depuis 6 mois, troisième mois de hausse consécutive. Justement, qu'est-ce qui se passe sur les matières premières? Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. C'est pas seulement le pétrole, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ça, il y a des métaux, encore une fois, industriels. Et là, on se dit que dans les cours progressent, on va voir lesquels évidemment. Mais là, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Là, on est en pleine guerre commerciale, le commerce mondial a ralenti. Non, alors peut-être on se dit, alors effectivement, c'est négatif pour les matières premières. Et puis en même temps, il y a cette perspective d'avoir un préaccord entre Américains et Chinois dans la guerre commerciale. Donc ça les a boostés à court terme. Je ne sais pas, je cherche à comprendre là. On va dire que là, il y a quand même un paradoxe effectivement entre le niveau affiché par les matières premières et les perspectives de croissance qu'on semblait tous valider. Perspectives relativement morose quand même pour 2019-2020. Je rappelle que là, on vient d'avoir les prévisions de la Commission de Bruxelles. Ouais, on nous annonce 1 à 1,10% de croissance sur les 2 prochaines années. Voilà, bon, c'est comme dirait Christine Lagarde, c'est désespérément languissant. La Chine, bah, on sait qu'on va passer sous les 6, peut-être même les 5,8 de croissance. C'est quasiment acté. Et puis, oui, on a eu une accélération de 20%. Comment se comprend, encore une fois, comment expliquer, justifier a posteriori Pourquoi pas, effectivement, cette explication? C'est-à-dire qu'on se dit que finalement, Américains et Chinois vont finir par enterrer les signaux qui sont envoyés guerre. depuis quelques jours maintenant montrent bien, quelques semaines maintenant, montrent bien qu'on se dirige vers un accord. On verra ce qu'il y a dedans, mais... Il n'y aura certainement pas grand-chose. Certainement pas grand-chose. En tout cas, ça sera une forme de désescalade. C'est comme ça que c'est interprété peut-être par le marché. Enfin, la désescalade, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est pricée. Regardez, on est à 30% de hausse maintenant sur le Nasdaq. Bon, si on nous dit que si vraiment la guerre commerciale ou les bisbilles américano-chinoises devaient avoir ralenti quelque chose, c'est certainement pas, effectivement, ni les marchés d'actions, ni les marchés de matières premières. Quelles sont les matières premières qui remontent le plus pour le coup? On se dit c'est quoi? C'est le cuivre, l'aluminium, le nickel? J'y connais rien. Donc, quand on dit que les matières premières sont au plus haut depuis maintenant 6 mois, on parle de quoi concrètement? Bah, on parle effectivement de métaux industriels. Alors bon, celui au niveau de tonnage qui est numéro 1 devant tout. Les cuivres. C'est le fer. Le fer. Ah. C'est le fer. Et là, on a eu des variations assez extraordinaires sur le fer du simple au double et qui n'avaient rien à voir avec la rareté du sous-jacent. Sans parler que le fer, en plus de ça, le fer recyclé est extrêmement abondant. Donc il y a des phénomènes que je qualifierais d'assez purement spéculatifs. Après ça, il y a des choses plus fondamentales. Bon, on sait par exemple que pour le nickel, il y a la problématique des batteries de voitures et qu'on sait que les Européens veulent se développer là-dessus parce que pour l'instant, les Chinois ont le monopole ou quasi-monopole. Hein. Je pense que le raffinage du nickel, il se fait à 85% ou 90% en Chine. Donc tout le nickel qui est extrait de par le monde, il arrive en Chine. Hein. Alors il arrive principalement de la Russie, un petit peu d'Afrique du Sud, un petit peu d'Amérique du Sud, un petit peu de la Nouvelle-Calédonie. Et qui sert à quoi? Qu'on retrouve partout quasiment. Hein. Le nickel, on en trouve partout. Nickel, pardon, nickel. On en trouve à peu près partout. Le problème, c'est les teneurs. C'est-à-dire que quand on est sur des gisements riches, comme en Russie, comme en Afrique du Sud, bah, l'extraction, évidemment, coûte, et le raffinage coûte évidemment beaucoup moins cher. Partout, c'est en termes d'industrie. Beaucoup d'industries sont consommatrices. Oui, oui. Alors là, on est vraiment, comme on dit, dans un phénomène d'anticipation. Parce qu'on a eu une poussée du nickel. On va dire que là, on retrouve des sommets, mais l'accélération, elle s'est faite surtout sur 2016-2017. C'est là qu'il y a eu vraiment, avec Tesla, toutes ces thématiques de la super factory. Et on s'est dit, on va avoir besoin de quantités gigantesques de métaux pour les batteries. Je pense qu'on va en revenir un petit peu. Mais je dis que moi, dans la hausse des matières premières, parce que c'était vraiment le thème qu'on abordait, il y a quand même un aspect, pour moi, qui est ou spéculatif, ou qui tient d'autres choses, mais en tout cas, qui ne s'explique évidemment pas par la conjoncture et pas par les anticipations que l'on fait sur 2020 et 2021. Si c'est spéculatif, encore une fois, c'est qu'ils ont des bonnes raisons, les investisseurs, de spéculer là-dessus.
On va dire que ce sont là des denrées vraiment non périssables. On peut le stocker ou le détenir virtuellement au travers de contrats à terme, et on sait qu'il n'y a pas de dépréciation de la qualité du sous-jacent. Donc ça se stocke, c'est assez confortable si on cherche éventuellement peut-être à diversifier, à ne pas être entièrement investi en dollars, puisque toutes ces matières premières se payent en dollars. Je me demande, mais ça c'est un questionnement, si cette hausse des matières premières ne correspond pas à une sorte de hedge, de couverture contre un dollar qui pourrait être dévalué par de la création monétaire, et Dieu sait que ça y va depuis le 16 septembre. Hein. Je rappelle que le bilan de la Fed s'est regonflé de 280 milliards de dollars, et que ça va continuer, qu'on va probablement remonter au-delà des 4000 milliards, et que les besoins de financement des États-Unis sont de plus de 1000 milliards par an. On est à 6% de déficit, donc on va créer du dollar probablement en grande quantité, et c'est ces dollars qui serviront à acheter les matières premières demain. Bon. Puisqu'on parle de matières premières, un mot, parce que pour le coup, j'ai découvert ça aux États-Unis, dans le pétrole de schiste, il s'est passé un petit accident. Ouf. Alors, je vais te raconter, parce que je ne connaissais pas cette boîte-là. Chesapeake, numéro 2 du pétrole de schiste aux États-Unis. Pétrole qui se tient bien pour le coup, on est au-delà des $62 le baril sur le Brent. Ouais, autour de 56. On est en train de tester des résistances. Si ces résistances avaient été franchies, effectivement, on aurait peut-être vu à ce moment-là l'indice des matières premières retrouver ces niveaux, on va dire de haut de cycle. Parce que je précise que l'indice de référence, c'est le CRB. Or, le CRB, il est plombé par le pétrole et par le gaz naturel. C'est-à-dire que ça annule en fait la hausse des métaux dont on parlait nous initialement. Et là, on est en plein cœur de la thématique justement avec Chesapeake, puisque Chesapeake était tout simplement le numéro 2 américain de la production de gaz de schiste. Chesapeake, ça a été un des pionniers de ce qu'on appelle les forages en biais, un des pionniers du fracking, donc c'est-à-dire de l'extraction de gaz et d'huile par explosif. Hein. Pourquoi ils ont mis la clé sous la porte? Eh bien là, je pense qu'ils d'abord ils ont grossi très très vite. Ils ont fait des acquisitions lourdes à partir de 2010-2012, quand ils ont vu que le pétrole et le gaz avaient des niveaux de valorisation, on s'en rappelle, on était à $100 sur le pétrole. Donc à ce moment-là, chez Chesapeake, qui était quand même un leader et auquel les banques prêtaient à livre ouvert, parce que c'était le numéro 1 ou le numéro 2, donc ils n'avaient aucun problème, et ils ont acheté des tas de champs pétrolifères, hein, notamment Northern Eagle, Barnett, Haynesville, qui était aussi un des plus grands champs de production de gaz. Et puis petit à petit, quand les prix se sont effondrés à partir de 2014, ils ont commencé à tout revendre, mais ça n'a pas suffi à couvrir l'endettement qu'ils portaient depuis les années d'expansion extraordinaire. Ça nous dit quoi, ce défaut numéro 2 du gaz de schiste aux États-Unis? Ça nous dit que eux, ils ont peut-être été un petit peu forts. Hein. Ils ont peut-être profité justement de banques avec lesquelles c'était trop facile de financer l'achat de tout et n'importe quoi. Mais beaucoup de producteurs sont un peu dans les mêmes problématiques, d'avoir à acheter, parce que une fois qu'on a foré un puits et qu'au bout de 12 mois on l'a épuisé, il faut en reforer un autre, il faut racheter encore une concession, il faut se réendetter, et encore, on n'est pas propriétaire comme Saudi Aramco d'un bout de terre, on met un tuyau et il va sortir du pétrole pendant 100 ans. Là, tous les ans, c'est à refaire, il faut renégocier des concessions, etc. Et puis, on trouve de moins en moins, finalement, sur les lieux, on trouve de moins en moins d'eau, de sable pour faire le fracking. Donc, le coût d'exploitation est très cher. Donc, je dirais que chez Chesapeake, c'est peut-être quand même un des signes précurseurs que tout ce secteur-là n'a existé que par le miracle des taux zéro, d'un pétrole qui a valu à un moment $100 où on pouvait tout se permettre. Et puis là, d'un seul coup, on voit que ça bloque, enfin, autour de $60 sur le WTI.
on voit qu'on aura du mal à aller très très au-delà de 50% des prix qu'on avait en 2012-2014. Puis alors, en ce qui concerne chez Zappik, alors là par contre, là il y a des anecdotes qui sont absolument 30 secondes, il nous reste 30 extraordinaires. secondes. Ouais. C'est que le PDG, M. McClendon, Ouais. en 2011-2012, fut le PDG le mieux payé des États-Unis. 112 millions de dollars de rémunération. C'était extraordinaire. Il faisait rentrer au conseil d'administration ses amis qui n'avaient aucune compétence dans le domaine pétrolier et il se faisait rémunérer des jetons colossaux. Et son successeur, on lui a bien baissé sa rémunération. On était quand même à 24 ou 25 millions de dollars pour une entreprise qui perdait de l'argent. Donc là, on était vraiment chez Zappik, on était vraiment là dans une espèce d'histoire de la folie des grandeurs, un peu un grand n'importe quoi. Mais c'est presque marginal en fait ça par rapport à la problématique du surendettement des spécialistes du fracking. Et je voulais juste terminer aussi là-dessus. Philippe, le roi de l'anecdote. Ouais. Voilà, c'est que ce secteur est en plus de ça menacé par Elisabeth Warren. Et voilà, qui dit qu'il faut arrêter ça. Arrêter la fracturation. Et aussi une des choses qui a schiste. coûté extrêmement cher à chez Zappik et qui pourrait coûter également, enfin qui va coûter très cher également à ses concurrents, c'est que cette fracturation explosive, ça provoque des glissements de terrain. Tout ce qui est injecté dans le sol et qui ressort, puisqu'on met de la pression pour extraire le pétrole, il faut le stocker. En fait, la plupart des exploitants le rejettent dans la nature. Il va y avoir des tas de sites à réhabiliter. Ça va coûter des dizaines de milliards aux exploitants. Voilà, donc on voulait faire le point en tout cas sur la matière première avec vous, Philippe Béchat, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe.